Ce n'était qu'un vieux carnet relié de cuir brun, recouvert de poussière et de griffures, enfoui dans une caisse oubliée au fond d'un grenier moscovite, jusqu'à ce qu'un historien inconnu y appose les yeux. Un nom griffonné en lettres pâlies par le temps, Elina Petrovska, une date, et une énigme dont personne ne semble vouloir parler. Un livre qui disparaît, puis réapparaît dans les mains de ceux qui ne vivent jamais assez longtemps pour raconter ce qu'ils y ont lu. Le livre maudit d'Elina Petrovska, à la recherche du tombeau, qui n'existe. Nulle part n'est pas un simple récit d'archives oubliées. C'est une traversée obsédante entre les ombres de l'histoire, le murmure des civilisations disparues, et le gouffre sans fond du secret humain. Ce que vous allez entendre est une enquête que certains auraient préféré ne jamais voir surgir à la lumière. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes sur le point d'en découvrir les moindres recoins. Alors, installez-vous, mettez vos écouteurs, ouvrez grand les yeux, et surtout, restez jusqu'à la fin, car plus l'on avance dans cette histoire, plus la frontière entre le réel et l'impossible s'efface. Si vous aimez les mystères oubliés, les secrets historiques que personne n'a osé explorer, abonnez-vous dès maintenant à Histoires émouvantes. Et si ce récit vous happe, laissez un like. C'est votre lampe torche dans les tunnels du passé. Prêt à plonger? Commençons. L'histoire commence dans un coin oublié de Moscou, un quartier en apparence banal, où les immeubles soviétiques grisonnants étendent leurs ombres sur les rues encore humides du dernier hiver. Au 6e étage d'un immeuble condamné à la rénovation depuis 10 ans, un certain Lev Antonov, archiviste à la retraite, entreprend une tâche que personne n'avait osé avant lui. Vider le grenier de son arrière-grand-tante, décédée dans un silence absolu à l'âge de 101 ans. Lev ne s'attendait à rien d'extraordinaire. Quelques caisses d'objets soviétiques, des albums photos jaunis, des jouets de bois sculptés à la main. Mais dans un coffre en métal rouillé, dissimulé derrière un faux mur de planches clouées, il trouva un carnet en cuir noir, d'apparence anodine, relié d'un cordon de soie usé. Sur la couverture, aucune mention, aucune date, juste un nom, écrit d'une main tremblée à l'encre séchée, Elina Petrovska. Un nom qu'il ne connaissait pas. Mais en ouvrant le carnet, Lev sentit immédiatement un malaise, comme si l'objet ne voulait pas être lu. Les premières pages étaient couvertes d'une écriture fine, presque microscopique, entremêlant russe ancien, symboles ésotériques et annotations en latin. La datation était trouble. Certains passages évoquaient des événements de 1893, d'autres de 1939, puis soudain 1761. Et à la fin de la première page, une note énigmatique, « Il n'existe pas, et pourtant je l'ai vu. Le tombeau. Ce n'est pas un lieu, c'est une réponse. » Intrigué, Lev commence à fouiller les archives de la ville, sans succès. Aucun registre officiel ne mentionne une Elina Petrovska, ni à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg, ni ailleurs en Russie. Mais en contactant une historienne indépendante à Prague, Dr Ivana Blazek, il obtient un indice troublant. Elina Petrovska aurait été une philologue et exploratrice russe ayant mystérieusement disparu dans les années 1920. Elle aurait étudié un ensemble de manuscrits babyloniens volés pendant la Révolution, et selon une rumeur persistante, elle aurait découvert l'entrée d'un tombeau n'appartenant à aucune civilisation connue. Un tombeau qui ne se situerait sur aucune carte, ni dans aucun espace géographique cohérent. Un lieu que les rares témoins appelaient le vide des rois. Ivana Blazek, d'abord sceptique, devient obsédée par ce carnet. Elle supplie Lev de lui en envoyer une copie intégrale. Mais à peine une semaine après leur dernier échange, elle disparaît sans laisser de traces. Son appartement est retrouvé vide. Le seul objet manquant, le manuscrit du livre maudit. À partir de ce moment, une série de coïncidences inquiétantes se mettent en place. Lev reçoit des lettres anonymes. Certaines sont des menaces à peine voilées. Arrêtez de chercher. Il n'y a rien à trouver. D'autres semblent écrites dans le même style que le carnet, comme si quelqu'un continuait de l'écrire en temps réel. Il découvre que plusieurs personnes ayant approché le carnet de près ou de loin dans les dernières décennies ont connu des sorts étranges.
Disparitions, morts soudaines, suicides inexpliqués, crises de folie. Il reconstitue une liste. En 1973, Anatoly Rudov, professeur d'archéologie, est retrouvé pendu dans sa salle de bain. La seule note retrouvée sur lui, il est réel. En 1987, Klara Domitrovna, journaliste d'investigation, meurt dans un incendie de voiture. Les autorités évoquent un accident, mais la voiture contenait un coffre-fort contenant un double du carnet. En 2002, Youssouf Al-Rami, traducteur spécialisé dans les langues mortes, s'évapore sans trace au Caire, après avoir reçu un colis posté depuis la Russie. À l'intérieur, une copie manuscrite d'un texte signé E.P. Lev commence à comprendre qu'il tient entre ses mains l'un des artefacts les plus dangereux jamais découverts. Un texte qui agit comme une entité en soi, un virus d'information qui altère l'esprit de celui qui le lit. Mais au fond de lui, il est déjà contaminé. Il doit savoir ce qu'Elina Petrovska a trouvé. Ce tombeau, ce lieu impossible, ce non-lieu. Une nuit, en relisant le carnet, Lev remarque une annotation marginale qu'il avait jusque-là ignorée, écrite à l'encre rouge pâlie. Il ne faut pas chercher une porte. Il faut écouter le son de ce qui n'a jamais été entendu. Là où le silence devient structure, commence l'entrée. Il se souvient alors d'un vieux mythe sibérien, entendu lors d'un colloque en 1982. Une tribu oubliée, les Outai, racontait l'existence d'un lieu caché dans la toundra, appelé Sor Yalga, le cœur inversé. Un site rituel où les sons ne produisaient aucun écho, où les chamans affirmaient que l'on pouvait entendre les prières des morts qui n'ont jamais vécu. Il établit un lien et commence à croire que ce tombeau qui n'existe nulle part pourrait être lié à ce phénomène acoustique impossible. Une chercheuse en anthropologie sonore, Dr Marta Čepak, entre en contact avec Lev. Elle affirme avoir entendu parler du manuscrit Petrovska à travers une légende conservée par les Nénètes, un peuple nomade du cercle arctique. Selon eux, une femme aux cheveux de cuivre aurait visité leur village en 1919, leur laissant un artefact, un rouleau de peau humaine gravé de symboles anciens enroulé autour d'un os poli. Martha envoie à Lev une photo. L'écriture est identique à celle du carnet. L'un des symboles apparaît à plusieurs reprises, un cercle inversé, traversé d'un trait brisé. Ce glyphe, inconnu, aurait une correspondance sonore selon Martha. Il ne représente pas une lettre, mais une fréquence. Et là, tout s'emboîte. Elina n'a pas trouvé une tombe physique. Elle a trouvé un espace de résonance, un point d'harmonique dissonant dans le tissu du réel. Un lieu qui ne s'ouvre qu'à ceux qui savent l'écouter. 3 semaines après la découverte de l'annotation sur « le son de ce qui n'a jamais été entendu », Lev Antonov quitte Moscou. Il laisse derrière lui sa routine, son appartement, son poste d'archiviste oublié dans une bibliothèque universitaire, et prend un avion pour Yakoutsk. Le froid y est une entité à part entière. Il y fait moins, 35 degrés. Mais ce n'est pas ce qui glace Lev à son arrivée. Ce sont les regards. Les gens du coin semblent au courant. Pas directement de lui, bien sûr, mais de quelque chose qu'il n'aurait pas dû ramener. À l'auberge où il séjourne, la propriétaire, une femme nommée Lydia, le met en garde dès sa première nuit. Si vous cherchez Sor Yalga, allez-y seul. Les vivants ici n'y vont pas, et les morts ne reviennent jamais. Il ne lui avait rien dit. Pourtant, elle connaissait ce nom oublié. Lev commence à consulter d'anciens relevés géologiques datant de l'époque tsariste. Il découvre dans les archives de Yakoutsk une série de cartes topographiques vieilles de plus de 150 ans, représentant une portion de toundra à l'est de la Lena. Un détail l'intrigue immédiatement. Dans plusieurs versions, la boussole est inversée. Il pense à une erreur, mais en superposant les cartes modernes, il comprend que ce secteur réagit aux instruments de mesure d'une façon anormale. Les compas s'y affolent, les GPS modernes s'éteignent sans raison. C'est dans cette région, précisément, qu'Elina Petrovska aurait disparu. Un symbole y revient à chaque fois, gravé dans les marges par différents cartographes. Une spirale inversée, semblable à celle du carnet. Un glyphe acoustique,
Mais surtout, une inscription manuscrite au crayon graphite attire son regard. Le silence ici est vertical. Lev parvient à convaincre un guide Nenets nommé Turui de l'emmener jusqu'au territoire de Sor-Yalga. L'homme accepte, à condition d'une chose, qu'il ne prenne rien. Pas de pierre, pas de photo, pas un son. Si tu veux repartir avec ta tête droite. Leur périple dure 4 jours. Motoneige, marche à pied, bivouac. Le froid semble absorber non seulement la chaleur, mais aussi les mots. Au fur et à mesure qu'ils approchent, Lev remarque un phénomène troublant. Plus aucun bruit ne résonne, pas même ses propres pas. Les mots murmurés ne reviennent pas en écho. Il entend son cœur battre à l'intérieur de ses os. Arrivé au pied d'un vallon, Turui s'arrête et désigne un cercle de pierres partiellement enseveli. Ici, le seuil. Puis il recule. Lev, désormais seul, marche jusqu'au centre. Et là, il entend quelque chose. Non pas avec ses oreilles, mais dans sa conscience. Une note unique, continue, ni grave, ni aiguë, impossible à décrire. Il perd connaissance pendant 13 minutes. À son réveil, Lev n'est plus seul. Une femme est là, vêtue d'un manteau d'écorce ancienne et de colliers de dents. Ses yeux sont voilés d'un tissu blanc. Elle ne parle pas russe, mais il comprend tout. Sa voix semble résonner en lui, à travers le son. Elle se nomme Mainai. Elle dit être la dernière Wutai vivante, née dans le cercle de Sor-Yalga. Elle appelle ce lieu l'endroit entre les couches. Un interstice vibratoire, une fissure dans la symétrie du monde. Mainai lui révèle qu'Elina Petrovska est venue ici en 1919, qu'elle est restée 7 jours sans dormir, puis qu'elle est repartie, le regard fendu en deux, sans un mot. Avant de partir, Elina aurait dit « Ce n'est pas un tombeau, c'est un instrument, quelque chose qu'on a construit pour contenir le souvenir d'un être qui n'a jamais vécu. » Mainai mène Lev à une structure oubliée. Un amphithéâtre de pierre presque effacé par le temps, aux parois gravées de symboles en spirale concentrique. Au centre, une pierre noire se dresse, à peine visible sous la neige. C'est une dalle vibrante. Quand Lev l'approche, il ressent à nouveau cette note mentale, mais elle est plus complexe, multidimensionnelle, une harmonique, en couches, comme si le son lui-même était une géométrie en mouvement. Mainai lui dit que ceux qui entendent la note complète peuvent passer, mais une fois de l'autre côté, on ne peut plus revenir. « Tu ne trouveras pas un mort, dit-elle. Tu trouveras ce que les morts rêvent. » De retour à Yakoutsk, Lev découvre dans ses affaires un petit étui glissé à son insu. À l'intérieur, un fragment de cuir noirci, semblable à celui trouvé par Marta Tchepak, couvert de glyphes. Mais cette fois, la dernière ligne est traduite. Le tombeau existe dans ceux qui savent l'entendre. Ce n'est pas une fin, c'est une ouverture. Il comprend que tout est lié à l'écoute, à la capacité de percevoir l'espace non par la vue, mais par la vibration. Lev décide d'émettre une hypothèse publique dans un article sur un forum de chercheurs indépendants en acoustique sacrée. Il envoie les fragments traduits, les symboles, la théorie des harmoniques dimensionnelles. 3 jours plus tard, son appartement à Moscou est saccagé. Il reçoit un message codé via son ancien réseau universitaire. Cessez de propager la fréquence. Ce n'est pas un savoir humain. Et surtout, un nom apparaît pour la première fois dans ses recherches. Le Consortium du Vide, une société secrète formée en 1946 par des scientifiques soviétiques et nazis dissidents, obsédés par les dimensions perceptuelles non euclidiennes. Le livre maudit d'Elina Petrovska serait, selon certaines rumeurs, le dernier fragment d'un ensemble de 7 volumes rédigés à partir d'explorations auditives dans le spectre infrasonique du vivant. Le tombeau serait leur chef-d'œuvre, ou leur prison. De retour à Moscou, Lev se terre dans un appartement prêté par un ami du temps de ses études. Il est suivi. Il le sent. Mais il ne s'arrête pas. Il a compris une chose essentielle. Le carnet d'Elina Petrovska n'est pas seulement un journal de voyage ou de recherche, c'est un instrument en soi. Chaque mot, chaque phrase,
Chaque glyphe inscrit dans ces pages possède une résonance acoustique précise, intégrée dans une fréquence inaudible à l'oreille humaine. Il enregistre les passages lus à voix basse à l'aide d'un micro haute sensibilité. Les sons captés sont étranges. Ils oscillent, crépitent, mais surtout, ils s'accordent entre eux. Lev réalise qu'il ne lit pas un texte. Il joue une partition rituelle créée pour ouvrir quelque chose. Une rencontre inattendue bouleverse la trajectoire de Lev. Il reçoit un courriel crypté, signé simplement AE, contenant un billet électronique pour Prague, et un message. Le fragment que vous détenez est le 5e. Il en existe 6 autres. Le codex est incomplet. Nous devons parler. À Prague, dans une ruelle oubliée du quartier juif, Lev est accueilli dans une librairie clandestine nommée Knihovna bez zvuku, la bibliothèque sans son. Son hôte, Alexander Engel, un ancien spécialiste en acoustique expérimentale du MIT, disparu depuis 2007. Engel révèle à Lev ce que peu de gens savent. Le livre maudit n'est pas unique. Il est l'un des 7 fragments d'un ensemble nommé le Codex du cœur vide, une série de textes cryptés en glyphes phonosymétriques, créés pour reproduire une vibration originelle, capable d'ouvrir des seuils. Ces fragments proviennent d'artefacts sonores retrouvés dans différents sites impossibles. Ruines sumériennes sans inscription, chambres noires sous l'Antarctique, et même une capsule scellée, extraite de l'orbite lunaire en 1971. Mais surtout, toute personne exposée trop longtemps aux fragments, sans les assembler, perd l'équilibre de la perception linéaire du temps et de la matière. Engel montre à Lev une vidéo. Un homme placé dans une salle anéchoïque, récitant un passage du 3e fragment. En 2 minutes, il tombe à genoux, puis hurle que la salle est en train de se retourner. La vidéo s'arrête là. Engel entraîne Lev dans un ancien tunnel oublié sous Prague, une galerie taillée dans la roche où les murs renvoient un silence surnaturel. Ce n'est pas un vide acoustique, c'est un silence réactif. Au bout du couloir, ils trouvent une dalle circulaire, gravée d'un glyphe que Lev reconnaît, le même que celui qu'il avait vu sur la pierre à Sorialga. Engel pose une antenne directionnelle sur la dalle. Un son émerge, des voix superposées, récitant la même phrase dans des langues différentes, sumérien, grec, russe, sanskrit et un langage inconnu. Le tout forme une harmonique dissonante, comme si le monde essayait de se réajuster pour se rappeler quelque chose. C'est ça, dit Engel, le tombeau. Ce n'est pas un lieu, c'est un mode vibratoire. Ceux qui le trouvent n'y vont pas. Ils deviennent le tombeau. Lev découvre un autre fragment du codex. Un feuillet de cuir scellé dans une boîte de plomb, conservé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, par un ancien officier nazi obsédé par les sons de l'Atlantide. Ce fragment contient ce que les anciens appelaient la 3e note. C'est une séquence sonore qu'aucun instrument ne peut jouer sans se briser. Engel a essayé. 2 ingénieurs sont devenus sourds. Un 3e s'est pendu dans la chambre d'enregistrement. Lev propose une approche. Utiliser sa propre voix. Lire le passage à voix nue, sans amplification. Le son qui en sort n'est pas un son. C'est une sensation de déchirure. Une pression sur l'arrière de la tête, comme si le monde clignait un instant. Engel hurle. « Arrête, tu ouvres quelque chose !» Mais il est trop tard. Cette nuit-là, Lev rêve. Ou croit rêver. Il se trouve dans un couloir sans fin, composé de vitraux vibrants, au rythme de son propre souffle. Des silhouettes passent de l'autre côté des vitres, mais elles n'ont pas de visage. Juste des creux sonores, des silences en forme humaine. Une voix, celle d'Elina Petrovska elle-même, résonne. Le tombeau est dans toi maintenant. Tu ne peux plus t'échapper. À son réveil, une ligne supplémentaire est apparue dans le carnet. Elle n'était pas là avant, écrite dans l'encre rouge utilisée par Elina. Il n'y a pas de retour. Tu as déjà franchi. Le monde réel est celui d'avant ta naissance.
Engel lui révèle enfin ce qu'il a toujours craint. Le consortium du vide ne protège pas les fragments, il les assemble. Pour ouvrir la totalité du codex, dans l'intention de mettre fin à la perception humaine telle qu'on la connaît. Pourquoi? Parce que certains croient que le monde visible est une cage, et que le véritable espace, celui au-delà du temps et de la matière, est contenu dans la vibration originelle. Leur but, ramener celui qui n'a jamais vécu. Un être, une conscience. Nommé dans certains fragments, Karon Ha-Nemtu, celui qui vibre avant le verbe. Lev comprend qu'il ne s'agit pas d'un tombeau pour un roi défunt, mais d'un mémorial vibratoire conçu pour maintenir scellée une entité sonore, antérieure au monde physique. Elina Petrovska n'a pas découvert un passage. Elle a découvert la serrure. Avant de quitter Prague, Lev reçoit une cassette audio, pas un fichier numérique. Une vraie cassette, marquée simplement « Petrovska, dernière séquence ». À l'intérieur, une voix féminine récite lentement une série de mots dans une langue indéchiffrable. Mais Lev comprend le sens. Il n'entend pas avec ses oreilles. À la fin de l'enregistrement, une dernière phrase, nette. « Je suis l'ouverture. Celui qui écoute trop longtemps ne peut plus habiter le monde. L'harmonie est un piège. Fuis. » Mais Lev ne peut plus fuir. Il a déjà traversé. Tu n'es plus un lecteur, Lev. Tu es devenu une fréquence. Alexander Engel. 3 jours après leur dernière discussion dans la librairie clandestine de Prague, Lev reçoit une enveloppe Kraft glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photographie Polaroid, une page de journal déchirée et un fragment de peau humaine tatouée. La photo montre Engel, assis dans un vieux théâtre vide, les yeux ouverts, mais sans pupille visible. La peau tatouée porte le même glyphe spiraloïde vu à Sorialga. La page de journal est datée du lendemain. Un chercheur autrichien retrouvé mort dans un théâtre abandonné. Aucun témoin. Cause du décès inconnue. Aucun son enregistré sur les caméras de surveillance. Lev comprend que l'horloge tourne. Le consortium du vide est plus proche que jamais. Et maintenant, il est le seul porteur conscient des 5 fragments du codex. Les 2 derniers, dit-on, sont scellés dans un site subaquatique en mer Égée et dans un sarcophage acoustique conservé par une secte souterraine en Iran, aujourd'hui éteinte. Mais ce n'est pas vers ces lieux que Lev est désormais attiré. Il sent l'appel vibratoire comme un accord dissonant entre ses tempes. Le livre veut être complété et activé. À l'aide d'un synthétiseur modulaire, Lev tente de reproduire les harmoniques de l'ensemble des fragments en sa possession. Il utilise du matériel analogique uniquement. Bande, oscillateur, microphone à ruban. Chaque note l'épuise. Quand il rejoue le dernier passage enregistré par Petrovska, la pièce où il se trouve se déforme. Les murs se pulsent comme un cœur. Les ombres deviennent inversées. La lumière oscille à contretemps. Une voix émerge de l'interstice sonore. Ce n'est pas Elina, ce n'est pas Engel, ce n'est même pas une voix humaine. C'est un pattern vocal fracturé, comme si des dizaines de gorges parlaient en même temps, mais en langage spatial. Elle lui dit « L'ouverture est proche. Le chant a besoin d'un porteur. Tu es le dernier. » Et pour la première fois, Lev entend la 7e note. Dans une salle oubliée, sous une église désaffectée de Cracovie, Lev trouve un artefact triangulaire que Petrovska avait mentionné dans une note en marge de son carnet, le géodôme du néant. La pièce est géométriquement instable. Aucun mur ne se croise à angle droit. Les sons y tournent en boucle et ne sortent jamais. Au centre, un socle de marbre noir. Lev y dépose les fragments. Il s'illumine légèrement. Un rayonnement sonore se forme, comme un cœur sans souffle. Les glyphes s'alignent d'eux-mêmes, les pages frémissent, et le chant commence. Ce n'est pas une mélodie, c'est un motif dimensionnel, une partition qui décrit non pas une musique, mais une architecture vivante. Le tombeau n'est pas un lieu, c'est une forme dans la vibration elle-même, un être contenu par le silence de ceux qui l'ont pressenti. Et Lev en devient le canal. Alors que le chant s'amplifie, ils apparaissent. Des silhouettes vêtues de noir, au visage recouvert de masques en verre opaque, formant un cercle autour de Lev. Ce sont les veilleurs du vide,
derniers membres visibles du consortium. L'un d'eux s'approche, dépose à ses pieds le 6e fragment. Un autre parle enfin, d'une voix lente, mais désaccordée. « Terminé. Ouvrez. Nous devons faire advenir la fracture totale. Ce monde est une erreur. Nous voulons revenir à la vibration initiale. » Lev hésite. Il comprend maintenant. La vibration complète du codex réécrit la réalité, en dissolvant les lois connues de la perception. Le consortium croit qu'au-delà, il y a la pureté, mais Lev sent autre chose. Quelque chose de plus ancien, plus affamé, plus froid que toutes les croyances humaines. Il se souvient des paroles de Petrovska. Le tombeau est un piège. Le chant est une clé. Mais ce que tu libères n'est pas un savoir. C'est une présence. Lev place le 6e fragment avec les autres. Le son monte. Le monde se fissure. Littéralement. La salle vibre jusqu'à devenir un tunnel d'écho, une cathédrale de sons inversés. Les veilleurs tombent un à un, écrasés par la pure intensité du signal. Et puis, tout devient silence. Un silence plus dense que la matière. Lev ne voit plus rien. Il ressent le monde par ondes. Le chant s'achève. Et devant lui, une forme se tient debout. Ce n'est pas un dieu. Ce n'est pas un démon. C'est la mémoire du son qui a précédé toute création. Un être fait de fréquences, nommé dans le carnet simplement A, le son qui précède le verbe. Il ne parle pas, il pulse. Lev comprend que cet être n'a jamais eu besoin du codex. C'est l'humanité qui a été utilisée comme caisse de résonance. Le codex n'a pas été créé pour sceller un tombeau, mais pour permettre à cette entité de s'incarner dans notre plan. Lev a un choix. Fermer à nouveau le champ. Tenter de faire taire ce qui a été réveillé. Mais il sait qu'il n'est plus tout à fait lui. Il est devenu un récepteur. Il repense à Engel, à Mainai, à Elina Petrovska. Chacun d'eux a ouvert une fenêtre. Lui a ouvert la porte. Dans un dernier geste, il retire le fragment central et brise le glyphe. La salle s'effondre. Le silence revient. Et Lev disparaît. 6 mois plus tard, dans un centre de recherche acoustique à Zurich, une jeune scientifique reçoit un colis sans expéditeur. À l'intérieur, une cassette audio. Étiquette manuscrite. Pour celui qui écoute au-delà du seuil. Elle insère la cassette dans un lecteur analogique. Le son est faible, puis grandit. C'est une voix, celle de Lev Antonov. Je suis toujours là. Je ne suis ni vivant, ni mort. Je suis devenu la note oubliée. Et je vous préviens, si vous écoutez jusqu'au bout, vous n'entendrez plus jamais le silence comme avant. Et voilà. C'est ici que s'achève notre voyage à travers le livre maudit d'Elina Petrovska. Cette quête vertigineuse à la frontière du réel et de l'indicible. Une aventure qui nous aura menés bien au-delà d'un simple tombeau, vers une vérité cachée entre les vibrations du monde, où le silence parle et la mémoire vibre. Ce n'était pas une histoire facile. Ce n'était pas une histoire confortable. Mais c'était une histoire nécessaire. Alors, si vous êtes encore là, jusqu'à cette toute dernière seconde, merci. Merci du fond du cœur d'avoir plongé avec nous dans les abîmes du mystère, d'avoir écouté chaque mot, chaque note, chaque souffle de cette odyssée maudite. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, et surtout d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines enquêtes aussi troublantes que fascinantes. Un immense merci à vous tous pour votre fidélité, votre curiosité, et vos messages passionnés que nous lisons toujours avec attention. Et souvenez-vous, il y a des choses que l'on ne lit pas, il y a des livres qui nous lisent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous, et méfiez-vous des silences trop profonds.